2014, diagnostic que j'ai fait confirmer par le Centre Ressources Autisme de Liège, le CRAL, en 2016. Et donc voilà, ils ont précisé diagnostic d'autisme Asperger, même si ça n'a a priori plus court ce genre de diagnostic, puisque aujourd'hui on parle de spectre autistique au sens large, sans préciser qui est quoi, ce qui est mieux pour l'inclusion, mais qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà. Alors, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les souffrances dont j'ai pu être victime, elles ne m'ont jamais empêché finalement d'être heureux, d'être fier de qui je suis, un sentiment d'être dans le juste, vous voyez, d'avoir le droit d'exister comme je suis. Je trouvais que c'était finalement normal et que les autres n'étaient pas normaux. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit être stigmatisé, et souvent les souffrances qu'on peut endurer, enfin qu'on endure, sont dues à l'environnement ou aux autres, alors que ça soit sensoriel, émotionnel, là on peut diminuer les stimulations, soit vraiment relationnel, et là en fait c'est en éduquant la population qu'on peut arriver à plus de tolérance, et donc au final des souffrances qui pourraient être évitées. Alors je suis également, comme vous pouvez le voir sur moi ici, je ne sais pas si ça se voit bien de loin, ambassadeur d'Autistan en Belgique. Vous pourrez vous renseigner sur le site autistan.org pour toute notre organisation diplomatique, et sur le site autistan.be pour la partie de mon ambassade. Alors l'autistan, c'est quoi? C'est un concept qui a été découvert par notre ami Joseph Chevenet, qui est ici présent, en 2014. Et depuis 2016, il est également le parrain de l'organisation diplomatique d'Autistan, qui donc est chargée de défendre nos valeurs, notre droit à exister, nos besoins dans le monde entier, auprès des plus hautes instances. Donc l'autistan, disais-je, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers intérieur qui est propre à chaque autiste, en fait, et donc chaque autiste a son univers intérieur, il est infini, mais tous ces univers intérieurs ont énormément de points communs, en fait. Et dans le monde, que ce soit en Australie, en Russie, en Allemagne, en Espagne, peu importe, aux États-Unis, etc., on a toujours des valeurs communes, on a toujours des aspirations communes, on a toujours vraiment des vécus qui nous rapprochent. Nous sommes un peu comme des étrangers, des extraterrestres, hein, quelque part, donc on essaye de vivre dans votre monde, mais nous n'avons pas souvent la conscience exacte du temps, de l'espace et des conventions sociales, et donc ce monde intérieur de chaque autiste est véritablement, excusez-moi mais la musique me perturbe, donc c'est véritablement un monde de liberté sans les contraintes de temps, d'espace et les conventions sociales. Alors comme je vous le disais, voilà, nous sommes un peu comme des extraterrestres, on vient d'une autre planète, mais nous sommes comme nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes différents, nous sommes tous différents, hein. Toute l'humanité, chaque humain est différent, on est bien d'accord, et quand on dit qu'il y a un autisme par autiste, qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, que tous les autistes sont différents entre eux, c'est vrai au même titre que chaque neurotypique est différent des autres, mais ce n'est pas vrai au sens où on ne doit pas essayer de voir les points communs et de les aider. On a vraiment un socle qui nous permet de communiquer finalement entre nous, même de manière non verbale. Et donc voilà, il faut éviter en fait ce cliché de dire que tous les autistes sont différents, parce qu'on en arrive en fait à diviser pour mieux régner. On empêche les autistes finalement de se rassembler en communauté. Il y a des critiques là-dessus. J'aimerais d'ailleurs clarifier, il ne s'agit pas de communautarisme, il s'agit juste de communauté d'une minorité qui essaye de prendre sa vie en main. On est juste en train d'essayer d'aider nos semblables. Voilà. Si ça fait bien. Ah oui, voilà, excusez-moi. Donc, l'Autistan est une nation à proprement parler, puisque c'est un état que l'on tient de naissance, l'autisme, comme je le disais juste avant. On est comme on est. D'accord? On n'acquiert pas l'autisme, c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est dans notre essence. Et donc, vous avez l'étymologie juste en dessous, hein, natio, le verbe naître, en latin, nasci. Alors voilà, je suis, comme je vous le disais également, bénévole pour Autisme en Action.
qui est une ASBL en fait, qui travaille avec, par et pour les autistes. J'ai choisi en fait de travailler avec eux parce qu'ils font partie des rares associations qui nous laissent vraiment notre place en fait, qui nous laissent une chance de participer activement à notre destin et qui donc nous permet d'exprimer nos besoins et qui permet également de trouver des solutions au cas par cas, selon les situations, pour mettre en valeur nos capacités, pour nous accompagner dans nos difficultés, en utilisant en fait le savoir-faire et le savoir-être, parce que oui, on a aussi un savoir-être chez les autistes, c'est notre manière d'être, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est notre existence. Et aussi les savoirs autistiques peuvent être mis à profit pour la société tout entière. Ce n'est pas un bénéfice que pour les autistes. On peut vraiment apporter beaucoup de choses. Par exemple, je pense à l'enseignement, un enseignement qui serait adapté à la compréhension autistique, notamment des questions. Ce serait un enseignement qui serait adapté finalement au plus grand nombre. Parce que plus de clarté, plus de précision, voilà, ça ne peut qu'aider les gens, hein, quels qu'ils soient. Voilà, moi-même j'œuvre en fait au sein d'Autisme en Action pour de l'inclusion scolaire, bientôt professionnelle j'espère. Et donc j'ai déjà personnellement aidé 3 personnes, j'espère en aider plus à l'avenir. Je voulais également vous parler en fait du rôle, donc oui, je vous ai parlé de mettre des solutions adaptées en place, mais aussi donc le rôle de sensibilisation, information et formation d'Autisme en Action, à savoir de faciliter et de traduire les relations entre autistes et non-autistes, de servir en fait d'interface, d'intermédiaire entre ces deux mondes qui ne pourraient que bénéficier d'une collaboration harmonieuse. Voilà, je voulais donc vous parler aujourd'hui de l'autisme de l'intérieur. Alors souvent, on doit apprendre votre langue. Même si je parle français, je ne le comprends pas de la même manière que vous. Je parle déjà souvent au premier degré, mais surtout avec le sens premier des mots, le sens étymologique. Donc, comme des extraterrestres, comme je le disais tantôt, on vient en paix, mais on aimerait pour communiquer. Hein, voilà. Donc, quand je vous disais au pied de la lettre, on prend les choses au pied de la lettre, hein, au premier degré. Quand on me parle d'embouteillage ou de bouchon, alors je suis conscient, hein, je ne suis pas complètement déconnecté, je sais bien que quand vous en parlez, vous parlez du trafic, mais moi, d'autant plus que je fais du vin, je pense à remplir une bouteille et mettre un bouchon par-dessus, d'accord ? Aussi des grosses dérives, la langue française est pleine de dérives comme ça. Le verbe embrasser, pour vous c'est quoi ? Non, c'est prendre dans les bras, embrasser, voilà. Et baiser, c'est faire un bisou. C'est comme ça qu'on parlait au Moyen-Âge, et c'est encore comme ça que je parle aujourd'hui, ce qui m'a valu, d'ailleurs, depuis mes primaires, de m'entendre dire que je parlais comme un livre, parce que je parlais du haut de mes 7 ans comme je vous parle aujourd'hui. Hein ? Alors, voilà, pour nous en fait, l'étymologie, c'est vraiment le sens véritable du mot, donc on n'est pas, comment dire, on n'est pas soucieux de savoir comment la société les a. À vrai dire, ça nous tracasse que la société ait déformé ces mots, mais a priori, ces mots veulent dire quelque chose et nous respectons ce premier sens. Voilà. Ah oui, alors ma mère, coucou maman, je sais que tu es dans le public, mais je te vois pas. Lève la main. Ah oui, je pourrais pas te voir, il y a un trop de tête devant toi. Donc voilà. Bien quand j'étais petit déjà, elle disait quand il y avait des invités à la maison que j'avais l'habitude de mettre les pieds dans le plat. Devinez ce que je faisais, ni une ni deux, j'ouvrais l'armoire, j'allais chercher un grand plat en inox, je le mettais à terre, je mettais les 2 pieds dedans. Pour aller jusqu'au bout de la vérité de l'autre, hein, moi on me dit que je mets les pieds dans le plat. Alors, mon institutrice en 3e primaire me disait, parce que j'arrivais à estimer le volume d'une caisse au centimètre cube près, rien qu'à l'œil, elle me disait, tu as le compas dans l'œil. Je dis, mais non, madame, je ne ferai pas ça, c'est dangereux, ça fait mal. Bon, non, mais il faut être logique. Alors, j'ai essayé d'entrer en contact avec mes congénères. Ça n'a jamais été très facile. Les garçons non plus, mais bon, les filles, ça me tracassait plus, surtout, et le nombre de filles qui, alors que j'essayais en fait de m'approcher d'elles et de trouver le bon mot et le bon moment
pour m'adresser à elle, souvent me disait lâche-moi les baskets. Je l'ai entendu plus d'une fois, mais à chaque fois ça me faisait le même choc. Je ne tiens pas tes chaussures dans mes mains. C'est logique au fond. Et alors ce qui m'a choqué dernièrement, hein, c'est que dans des endroits où j'étais invité par des tierces personnes, donc je me rendais et j'attendais cette tierce personne. Et il y a des surveillants, des concierges qui venaient me trouver et qui me demandaient s'ils pouvaient m'aider. Et moi, naturellement, sachant ce que je faisais là, j'ai dit non, merci, c'est bien gentil, je sais très bien ce que je fais là et je n'ai besoin de rien. Merci, au revoir. Sur ce, les personnes en question, et c'est assez systématique, hein, se sont mises à m'agresser en me disant non mais qu'est-ce que vous faites là, dégagez. Alors apparemment, je peux vous aider, chez les neurotypiques, ça veut dire dégager de là. Ça n'a aucun sens. Alors, vous allez avoir l'impression que je suis un enragé de la vie, qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, hein, mais j'ai envie quand même de vous dire 2-3 choses, enfin beaucoup de choses, et il n'y aura pas tout, hein, croyez-moi, qui m'énervent dans le monde de l'autisme notamment. C'est la confusion entre les verbes être et avoir. C'est pourtant quelque chose qu'on apprend en primaire, hein, si je me souviens bien. Et donc, on n'a pas de l'autisme, ce n'est pas une valise qu'on peut déposer, c'est pas un vêtement qu'on met et qu'on pourrait enlever et qu'on arbore juste pour vous embêter. Hein. C'est juste que c'est dans notre essence, donc on est autiste. Alors l'autisme, ben les autistes ont des problèmes, c'est vrai. On a beaucoup de problèmes. Et parfois des problèmes qui peuvent vous paraître insignifiants, au même titre d'ailleurs que vos problèmes du quotidien peuvent nous paraître insignifiants. C'est juste une question de difficultés différentes. Hein. Il faut se suivre là-dessus. Hein. Et donc les autistes ne sont pas un problème. J'ai déjà entendu des associations, notamment en France, dire il faut éradiquer l'autisme, vaincre l'autisme. C'est scandaleux. Oui, Julie, tu es très mal mise pour ton oreille. Hein. Essaye de trouver quelque chose un peu... Vous pourriez peut-être faire une place à Julie pour qu'elle souffre un peu moins? En fait, je pense que c'est... il y a une place là-bas derrière, mais il va falloir que tu te faufiles. Non? Ça te va là-bas? Il y a des gens qui lèvent la main. Tu ne veux pas aller les voir? Non? Non. Non, elle a peur de la foule aussi, hein, il faut savoir. Voilà. Alors quand je vous dis les autistes ont des problèmes, n'en sont pas un, je pense que l'amalgame que les gens font et disent que l'autisme est un problème, qu'on souffre de l'autisme, on souffre des conséquences de l'autisme, on souffre des conséquences des interactions entre la manière dont nous sommes et la manière dont la société voudrait qu'on soit. On souffre à cause notamment, Julie ici souffrait, à cause de sa sensibilité, parce que le volume, là où elle était, est beaucoup trop fort pour elle. Donc on peut souffrir émotionnellement parce que nous sommes trop sensibles, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment un problème en fait? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas simplement mieux trouver des adaptations pour moins souffrir? Tant socialement, qu'émotionnellement, que sensoriellement. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça. Mais donc l'autisme, en fait, c'est le monde de l'intense. Et donc le monde de l'intense, ça veut dire qu'on vit tout intensément. Trop intensément peut-être. Et oui, ça peut nous faire souffrir. Et donc l'autisme, en somme, agit comme une loupe. Et donc tout ce que vous pouvez avoir quand vous êtes autiste, par exemple une déficience intellectuelle, hein, une déficience mentale, je crois que ça se dit maintenant, enfin bon, vous savez, moi, le politiquement correct, je m'entorche. Voilà, c'est dit. Et donc, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, elles vont avoir l'air beaucoup plus fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'autisme, en fait, va magnifier les termes, l'expression de toute une série d'autres choses qu'on peut appeler comorbidité, donc des pathologies, des vraies difficultés, plus que sensorielles à ce moment-là, mais soit donc tout ce qui pourrait être en effet soignable par ailleurs, parce que l'autisme ne l'est pas, hein, ce n'est pas une maladie. Donc voilà, mais justement, je crois qu'on va y venir tout doucement. Alors l'incompréhension et la condescendance des professionnels, alors ça peut être toutes sortes de professionnels, mais non, je me doute, on m'a demandé de parler plus fort pour ceux du fond, alors j'essaye de trouver le juste milieu, je suis navré. Hein. Je sais, j'entends bien, mais le problème c'est qu'il faut que je puisse gérer le PC en même temps, donc il faudrait peut-être baisser ce... Attendez, je vais gérer ça ici. Voilà. Allô, allô. Oui, ça va mieux, voilà. Oui. Je suis musicien, donc forcément, ça se
C'est pas trop compliqué pour moi. Donc, la compréhension et parfois même la condescendance des professionnels, quand je dis professionnels, je parle des médecins, hélas, hein, et même des généralistes. Le nombre de généralistes qui ne sont pas capables d'entendre correctement nos besoins, parce que nous les exprimons de façon trop intense. Alors pour eux, du coup, on est soit hystérique, soit hypochondriaque, parce que on a une manière de présenter les choses qui n'est pas habituelle pour eux. Donc pour eux, soit ils passent complètement à côté, avec l'argument oui il est autiste donc on va pas écouter ce qu'il raconte, c'est de toute façon tout ce qu'il peut avoir de bizarre c'est de l'autisme, ou on va avoir l'autre cas où non mais ce qu'il raconte là ça n'a aucun sens. Donc il faudrait des médecins qui soient sensibilisés à la manière dont les autistes vont communiquer ou ne pas communiquer leurs symptômes, parce qu'il y a parfois aussi un manque de sensibilité, enfin pas un manque de sensibilité mais pour être plus exact une hyposensibilité notamment à la douleur, ce qui est très problématique d'un point de vue médical. Donc voilà, il faut informer. Je ne parle pas que des médecins, je parle aussi des assistants sociaux qui rarement comprennent aussi nos cas, des psychologues qui ne comprennent pas du tout et qui essayent de nous appliquer des solutions qui marchent pour leurs autres patients, mais pas pour nous. Donc voilà, il faut écouter nos besoins, il faut donc avoir finalement notre conseil, quoi. Alors j'aimerais démystifier quelques clichés, des délires communs qui sont admis dans la société. Par exemple, le mythe de l'enfant idéal. Vous savez, cet enfant qui n'est pas encore né, mais que les parents ont déjà en tête. Ils savent comment ils voudraient avoir leur enfant, comment il sera. Ils pensent déjà donc à la manière dont il va évoluer, quel caractère il aura, quel métier il fera. Pour moi, c'est complètement fou, ça. Ça n'a pas le moindre sens, parce qu'un enfant, un être, c'est un nouvel être. C'est un étranger, faites-en la connaissance. Parce que souvent, on entend des médecins dire, surtout en France, mais encore un peu en Belgique aussi, faites le deuil de votre enfant autiste, comme s'il était déjà entre quatre planches, là, hein, comme s'il était déjà décédé, alors qu'en fait, il faut, et ça c'est valable pour les autistes comme les non-autistes, il faut s'attendre à rien. Enfin, pas rien de particulier. Un enfant à naître, il faut le découvrir, c'est une nouvelle personne. Et donc, il ne faut pas lui imposer une image préconçue. Voilà. Alors, donc, quelques clichés vite fait donc, qui m'agacent pas mal. Donc, l'autisme n'est pas une maladie. J'aimerais m'étendre là-dessus et je le ferai dans d'autres conférences ultérieurement, hein. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'autisme n'est pas une maladie. Sa causalité est génétique. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il n'y a pas de tort, etc. Voilà, bon, je vais arrêter de m'étaler. Ça ne se soigne pas, il n'y a pas d'épidémie d'autisme, encore une fois je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça n'est pas contagieux, ça ne se répand pas, il n'y en a pas de plus en plus, on l'observe mieux. La sévérité, comme je l'ai déjà dit je pense, mais j'insiste encore un peu dessus, on peut être très sévère sur certains axes, par exemple être très très peu social, mais être très intelligent. On peut être très peu verbal, mais très intelligent. On peut être d'une intelligence moyenne, mais très sociale. Et tout ça, c'est de l'autisme quand même. Donc, ce n'est pas une question... Les difficultés peuvent être extrêmes, mais dans certains axes, et il faut savoir que l'autisme est un spectre, d'accord ? Un spectre avec toute une variété qui est bien plus grande que celle du spectre de la lumière. Et ce spectre est multidimensionnel, multifactoriel, donc sur la verbalité, sur l'intellect, sur la socialité, sur encore la sensibilité. Vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'axes différents. Sur chacun d'entre eux, on peut être soit très avantagé, soit très désavantagé. Et donc, il faut simplement trouver où il y a du bon, où il y a du mauvais. Les comportements qui peuvent poser donc problème aux parents, aux aidants, etc. Dites-vous bien que si ça vous pose problème à vous, c'est que ça pose problème à la personne qui émet ce comportement à la base, hein. Il n'émettrait pas un comportement de détresse s'il n'y avait pas une cause à ça. Donc la bonne solution pour diminuer votre souffrance quand vous subissez ce comportement, c'est de vous poser la question, et c'est pas toujours facile, j'en suis bien conscient, mais il faut faire un peu le Sherlock Holmes, hein, il faut enquêter, pour observer et isoler les causes de la souffrance de la personne autiste, pour les diminuer. Et à ce moment-là, sa souffrance va diminuer, son comportement qui vous dérange va diminuer, et tout le monde sera content. Donc c'est là qu'il faut agir. L'autonomie, alors l'autonomie, donc, mais comme je vous disais, j'ai des problèmes. J'ai peut-être l'air autonome parce que je parle et que je marche,
mais je suis dans un... Vraiment, c'est l'enfer de faire des courses. Je fais des crises de panique à chaque fois que je vais dans les magasins. Ça me prend des heures pour les faire. Ça me prend des heures pour m'en remettre. En général, d'ailleurs, je suis même pas capable de cuisiner le jour même où j'achète des choses à manger. Hein. Le jour où je suis capable de cuisiner, je suis pas capable de manger après. Et donc, je dois stocker au surgélateur et réchauffer pour le jour où je serai capable de manger. Donc, je dois phaser comme ça. C'est comme ça que je gère plus ou moins, mais j'appelle pas vraiment ça de l'autonomie. Pour les transports, c'est pas joyeux non plus. Hein. C'est terriblement stressant, donc c'est pas vraiment de l'autonomie non plus. Voilà. Est-ce que l'autisme... Oui, pardon, je suis déjà passé au point suivant alors que c'était pas encore le cas. Est-ce que ça se voit? Parce qu'on m'a déjà dit, oui, mais celui-là, il est trop beau, il peut pas être autiste. Comme si le fait d'être autiste, pardon, c'était une laideur. Ça n'a absolument rien à voir. Soyons bien d'accord. J'ai aussi entendu des gens qui disent ah oui, mais ma fille est tellement belle qu'elle est forcément autiste. Les autistes sont tellement parfaits. Ces deux extrêmes, de toute façon, qui ont tort, comme tous les extrêmes. Alors le style, bon aujourd'hui ça ne se voit pas trop, vous avez de la chance, mais l'année passée, vu qu'il y avait beaucoup de soleil, je devais, même dans l'attente des conférences, porter mes lunettes de soleil, mon chapeau et ma veste. D'accord? Une grande veste noire en cuir, une redingote comme on dit, et j'avais eu des remarques, comme quoi je faisais ça exprès pour choquer, pour me faire remarquer, ce qui est totalement faux. D'accord? On s'habille juste comme on aime s'habiller. On s'en fout complètement de votre regard, alors ne venez pas nous agresser, on n'essaye pas de vous agresser. C'est juste ça. Je ne sais pas si cette personne est là aujourd'hui, mais sachez pour le reste que donc on ne fait pas ça pour se faire remarquer. Au contraire, je suis quelqu'un de très discret. J'ai du mal à prendre ma place dans la société. Ça fait partie de l'autisme. Voilà. Alors, est-ce que ça s'entend aussi? Alors, j'ai déjà entendu des gens dire que Joseph, ça s'entendait qu'il était autiste. Par contre, moi, on dit que je ne suis pas autiste. Pourtant, j'ai une prosodie, comme on dit, qui peut faire partie du spectre de l'autisme, une prosodie professorale, qui peut vous paraître pédante. C'est simplement ma manière de m'exprimer. D'ailleurs, Hans Asperger lui-même, dans sa description de l'autisme, disait affectueusement de ses patients « mes petits professeurs avec difficulté d'intégration sociale ». Parce qu'il y a justement ce côté un peu recherché dans la langue, un attrait pour les tournures désuètes, empoulées, mais c'est une forme de politesse chez nous en réalité. Ce n'est pas pour se montrer supérieur, au contraire, j'ai une très mauvaise estime de moi, donc je ne me mettrai jamais au-dessus de quelqu'un. De toute façon, la notion de hiérarchie, c'est quelque chose qui est très étranger à l'autisme. On va parler au roi comme on parle au clodo du coin de la rue. Si on l'aime bien, c'est notre ami, on est content, voilà. Mais on va pas mettre les formes, on va pas, voilà. On est juste authentique. Donc voilà. Alors je voulais vous parler aussi de maltraitance. Oui, je fais ce que je peux. Désolé, hein, mais j'ai été perturbé parce que l'agencement n'est pas du tout celui que j'avais prévu. Donc je pensais l'avoir là en fait, le PC. Et du coup je dois me mettre dans ce coin-là pour gérer, etc. Donc bon. Donc la maltraitance, ça peut être plein de choses, ça peut être des choses très sympathiques en fait, hein. Ça peut être de la surprotection par exemple. Il faut savoir que tant pour les personnes qui surprotègent que pour la personne qui est surprotégée, c'est fait avec plein de bonnes intentions, plein d'amour, mais ça, en fait, ça diminue l'autonomie de la personne et ça met une charge inutile sur la personne qui surprotège. Donc ça, c'est une forme de maltraitance, avec de la bonne volonté, mais c'est de la maltraitance quand même. Alors, je vais vite pas parler du packing en France. Vous avez entendu parler du packing? Oui, non, bon. Pour faire simple, c'est serrer, parce que j'ai pas entendu beaucoup de lui, donc c'est enserrer un enfant autiste dans une couverture trempée d'eau glacée, enfin à 5 degrés, et le serrer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par fermer sa gueule. Hein. Ça sent le Guantanamo, ça. Hein. C'est de la torture. Tout le monde qui aurait un problème, même une jambe cassée, se retrouverait dans cette situation-là, il finirait par arrêter de crier. C'est pas un progrès du tout. Alors, briser un autiste, l'empêcher d'être qui il est, le contraindre à fonctionner comme on attend de lui, ça va aussi être de la torture, finalement. Puisqu'on va le sortir de sa nature, on va lui reprocher d'être qui il est. C'est comme forcer un homosexuel à être hétérosexuel. Hein. C'est tout aussi douloureux et tout aussi idiot. Alors oui, il y a d'ailleurs des articles dans la Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies qui défendent nos droits. Je vous invite à regarder sur le site un.org le droit des personnes handicapées. C'est très très édifiant.
Et il y a très peu de ces droits qui sont respectés pour les autistes, en tout cas, de nos jours. La discrimination, mais le fait qu'on est souvent rejeté d'entretien d'embauche, parce que j'ai lu un article sur un recruteur qui parlait justement du recrutement du handicap, et qui disait, oui, mais de nos jours, le handicap n'est plus un problème pour l'embauche, etc. On ne rejette que les gens qui manquent de confiance en eux. Ce qui, techniquement parlant, est trop souvent le cas des autistes, et donc forcément, c'est encore une fois un handicap qu'on met de côté. Et alors, il y a l'eugénisme, ça c'est dramatique. Il y a deux courants de recherche scientifique pour le moment. Le courant humaniste, qui vise à comprendre l'autisme, à comprendre les autistes, leurs besoins, les accompagner, et donc leur permettre d'exister dans ce monde. Et le courant eugéniste, qui vise à diagnostiquer l'autisme in utero, in fine, donc le plus tôt possible, jusqu'avant la naissance, avec pour seul but l'avortement. Ce sont des meurtriers, d'accord? Point barre. Ça ne se négocie pas. Et donc, comme je vous le disais, jamais nous ne sommes consultés, en fait, pour les sujets qui nous concernent. Le plan autisme transversal. Je ne sais pas s'il y a des politiciens dans la salle. Oui? Bonjour, bonjour. Mais le plan autisme transversal, c'est gentil d'essayer, hein. C'est très gentil d'avoir essayé, mais les connaissances, entre guillemets, qui sont dedans sont dépassées depuis 50 ans. Il serait temps de se mettre à jour. Deuxièmement, a-t-on posé les questions à des autistes verbaux, comme votre humble serviteur, mais d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui aimeraient avoir voix au chapitre de leur propre vie, des décisions qui les concernent? Eh bien non, on n'a jamais consulté un autiste pour l'autisme, au niveau politique. Il y a à ce titre d'ailleurs, dans les droits des personnes handicapées des Nations Unies, comme je viens de vous les citer, l'article 4.3. Ça, c'est le plus important, qui impose aux politiciens la consultation des personnes concernées. Eh bien, il n'est pas respecté, ce point-là. Mais on n'est pas consulté non plus pour la médecine, hein, comme je vous le disais tantôt, les médecins qui ne nous écoutent pas parce qu'ils ne savent pas comment on communique. Ni pour l'inclusion scolaire, d'ailleurs, hein, comme j'en parlais tantôt, en fait, avec que ce soit l'enseignement spécial ou l'inclusion parachutée dans les classes ordinaires sans aucun accompagnement, ça ne peut pas marcher. Demandez aux personnes qui savent de quoi elles parlent, à savoir les autistes. Et l'inclusion professionnelle, c'est pareil. Il y a beaucoup d'associations d'inclusion professionnelle d'autistes qui sont tenues par des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui ne veulent même pas entendre les recommandations que des autistes leur font. Voilà. Alors, il y a pour l'instant, surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi entre associations, malheureusement, surtout en France, heureusement, une espèce de guerre des autistes, comme ça, entre les lourds, les légers, les faux. Comme je le disais tantôt, on a tous des difficultés, on a tous des avantages, et donc, il ne sert à rien de nous opposer les uns aux autres, mais plutôt que d'alimenter ces querelles stériles, il faudrait tout simplement aider les gens à travailler ensemble. Bon. Oui, donc je ne vais pas y arriver du tout. J'aimerais vous demander quelle est la couleur d'une carotte. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs types de carottes, et une carotte noire n'a pas tort d'être noire, il ne faut pas le lui reprocher, elle est mangeable aussi. Hein. Les carottes rouges, les carottes blanches, les carottes jaunes, voilà, ce sont toutes des carottes et elles ont le droit d'exister en tant que carottes. Donc, où on en est du temps, là? Du tout, c'est fini? Ok. Alors, je vous invite à venir voir une de mes prochaines conférences sur le développement neurologique, concernant en fait la manière dont le cerveau des autistes traite les informations par rapport au cerveau des neurotypiques. D'accord? J'aurais bien voulu vous en parler plus aujourd'hui, mais je vais céder la parole. Il y a donc des conséquences sensorielles sur l'autonomie, des conséquences sociales et des dangers qui sont, comme vous le voyez, nombreux, ils ne sont même pas tous là. Donc j'aimerais vous inviter aux conférences suivantes. Notez s'il vous plaît que nous avons un événement le 11 avril au Cinéma Aventure, l'adresse est juste en dessous en gras, de 19h30 à 22h30. C'est une projection d'un film de Sacha Wolf sur et avec Hugo Orio. Il y aura également un débat et une dédicace du dernier livre d'Hugo, ainsi qu'une vente des drapeaux de l'Autistan. Puisque Hugo Orio, en fait, ce jour-là, sera officialisé en tant qu'ambassadeur d'Autistan en France.
Donc il sera mon homologue pour la France. Oh, excusez-moi, j'ai failli oublier de parler de ma propre conférence, mais ça c'est tout moi, je m'oublie tout le temps. J'aimerais vous parler, donc, mais je vous parlerai probablement aussi, ou à la place, je ne sais pas encore trop, des développements neurologiques. Donc j'ai aussi des conseils à donner en matière de problèmes et de solutions pour l'autisme. De toute façon, il y aura une conférence, on verra un peu le sujet, ça sera adapté, le dimanche 6 mai, de 19h à 21h, et il y aura un drink ensuite. Après le goûter rencontre, pour ceux qui connaissent le goûter rencontre au Loup et moi, organisé par Autisme en Action, à l'avenue Jean et Pierre Carsuel numéro 5, à Uccle, c'est près de la place Saint-Job, pour vous aider à vous repérer. Voilà, je vous laisse prendre note des contacts, et je vais passer la parole à ma collègue Gaëlle. Ça va pour les adresses? Oui.